Et vous regardez France 24, il est 13h30 à Paris. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau Club du Mondial, votre rendez-vous 100% foot de la mi-journée. Salut Benoît Perrochet, on Bonjour va Elisabeth. rééquilibrer aujourd'hui la parité, ça me fait plaisir. Absolument, bonjour Elisabeth et bonjour à nos deux consultants. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Johanna Frenden, journaliste suédoise, puisque oui, aujourd'hui c'est un France-Suède au programme ce soir à 23h. Et Hervé Kouamou qui est là comme quasiment tous les jours, un jour sur deux. Voilà, Johanna qui a sorti la marinière quand même, c'est un signe, je ne vais pas vous porter l'œil. On regarde le sommaire du jour, une journée en bleu forcément de nouveau, même pour les Suédois en plateau, l'équipe de France qui a rendez-vous ce soir à New York pour son premier match à élimination directe. Les choses sérieuses commencent à 23h ce soir dans cette rencontre face à la Suède, donc Benoît. Et Didier Deschamps l'a redit hier, prudence face aux Suédois que l'équipe de France a souvent dominé en match officiel, mais elle n'a jamais réussi à la battre en phase finale d'une grande compétition. On vous reparlera aussi de ce choc au réveil en regardant les résultats de la nuit. Premier séisme de ce mondial, le Paraguay a éliminé l'Allemagne de la compétition. Ultra favorite face à la modeste sélection paraguayenne, pourtant l'Allemagne a fini par s'incliner au tir au but. Coup dur pour la Mannschaft qui restait sur 2 éliminations, on s'en souvient, 2 traumatismes. 2 éliminations, premier tour. Voilà, des Allemands dépités et des Marocains à l'inverse à la fête cette nuit. Des supporters en liesse après l'élimination des Pays-Bas, là aussi, au tir au but. Et les Lions d'Alsace qui ont prouvé que leur demi-finale au Qatar en 2022, où ils étaient devenus la première équipe africaine à atteindre ce stade, n'était pas un accident, loin de là. Ce match est à ce stade l'un des matchs les plus intenses, les plus spectaculaires et les plus plaisants du tournoi. Voilà, et on va revenir dans ce club du mondial. Le club, c'est parti, allez on y va. Et plus que quelques heures à attendre pour les supporters des Bleus. L'équipe de France s'apprête à disputer son 16e de finale face à la Suède. C'est une autre compétition qui démarre pour les Bleus ce soir. Plus le droit à l'erreur pour les Bleus, ni au calcul. L'équipe de France qui débute cette phase à élimination directe face à la Suède. Deuxième des meilleurs troisièmes de la phase de groupe. Un groupe soudé derrière Didier Deschamps. Didier Deschamps qui a vécu, on le sait, des moments difficiles la semaine dernière, des moments particulièrement douloureux. Rentré en France pour assister aux obsèques de sa mère. Voilà, dans quel état d'esprit se trouve-t-il au moment d'aborder cette rencontre? Sa réponse, ainsi que celle d'Adrien Rabiot qui l'accompagnait hier Didier Deschamps en conférence de presse. Écoutez. En ce qui me concerne, ça va, je suis là, donc c'est bien d'avoir la tête occupée. Depuis vendredi soir, quand je suis arrivé, j'ai repris mes fonctions. Tout s'est bien passé pour l'équipe de France et le staff à travers ce troisième match. En ce qui me concerne, c'était évidemment très dur et pour mon bien personnel et pour celui de l'équipe de France, il fallait que je parte. On sait que le coach a été très touché forcément. On le serait à moins, mais voilà, en tous les cas, tout le groupe est uni. On connaît le moment qu'il traverse et on va essayer de lui redonner un peu de baume au cœur. C'est le moins qu'on puisse faire, je pense. Voilà, entouré Didier Deschamps, qu'on sent quand même encore très touché par ce deuil. Place malgré tout à la compétition. Oui, avec 3 victoires en 3 matchs et 10 buts inscrits, la France qui a respecté, qui a en tout cas été à la hauteur de son statut au premier tour, porté par un secteur offensif exceptionnel. Deschamps qui va rester fidèle à son schéma tactique qu'il privilégie désormais, porté vers l'avant. On le sait, à surveiller quand même le secteur défensif, assez fébrile ces derniers temps. Il y a eu un seul clean sheet, un seul match sans but encaissé, c'était face à l'Irak. Sinon, c'est au moins un but à chaque rencontre. Il faudra donc être vigilant dans ce secteur défensif. Concernant la compo, Saliba, ménagé tout comme Rabiot lors du match face à la Norvège, vont retrouver une place de titulaire ce soir. Lucas Digne qui devrait également occuper le poste d'arrière gauche à la place de Théo Hernandez. Didier Deschamps qu'on écoute à nouveau. Là, on a une équipe de Suède face à nous qui n'a rien à perdre et qui va tout faire et qui peut nous poser des problèmes. Donc là, on est parti sur des matchs couperés avec des étapes. La confiance, oui. Certainement pas d'excès de confiance parce qu'on sait qu'en face de nous, la qualité va augmenter aussi. Il faut garder la lucidité, le respect par rapport à nos adversaires. Allez, voilà donc prévenus les Suédois qui savent très bien à quelle armada ils vont être confrontés ce soir. Ces Suédois, peut-être Johanna, priorité aux dames, 3e du groupe F, après un parcours quand même en forme de montagne russe.
Oui, complètement. À l'image un peu de la qualification pour la Coupe du Monde pour la Suède qui était désastreuse. Finalement, on a trouvé la porte, la dernière possibilité de rentrer grâce à une victoire en Ligue des Nations. Bon, la Tunisie, la Suède a battu la Tunisie à 5-1. Tout le monde était hyper content. On s'est dit, waouh, ça va aller loin. Puis, cette défaite, les mêmes chiffres, 5-1 contre les Pays-Bas. Donc, je pense que tout le pays est retombé un peu par terre. Et un dernier match contre le Japon, 1-1, qui finalement s'est prouvé complètement utile nécessaire pour la Suède pour avancer autant de meilleur troisième. Donc voilà, on ne se fait pas d'illusions en Suède en ce moment. On sait très bien qu'on est en face de l'équipe peut-être la plus complète de la compétition. Oui, justement, Johanna, c'est quoi la perception des Suédois sur cette équipe de France, sur le groupe de Didier Deschamps? J'ai envie de dire que pour la première fois de mon souvenir, de toute façon, beaucoup de Suédois, peut-être pas tous, se disent c'est quasi impossible. Normalement, on a tendance à se dire on peut le faire si on met tout ensemble, si tout peut fonctionner en même temps. La Suède a toujours eu cette capacité de faire face aux plus grands, mais avec le parcours, avec ces 2 dernières années très compliquées pour l'équipe de Suède, avec notamment beaucoup de faiblesses en défense, on se dit que c'est quasi impossible. Voilà. Il faut croire au miracle. Je crois que même Zlatan, que vous avez bien suivi, le grand Zlatan Ibrahimovic, n'est pas très optimiste. Non, je pense qu'il est assez réaliste pour une fois. Il passe par des phases un peu plus réalistes. Et là, il était, quand il disait que la France fait partie la France est la grande favorite à partir de maintenant dans la compétition. Donc, oui, je pense que même avec Zlatan, on aurait eu du mal face à cette équipe française. Hervé, Didier Deschamps, on le sait très souvent, et ça c'est tout à fait son rôle de sélectionneur, de protéger son groupe, de ne pas faire écho à tout ce qui peut se dire dans la presse, le statut de favori que lui ne veut absolument pas endosser. Malgré tout, est-ce que la France a quelque chose à craindre de cette équipe de Suède? Oui, je pense que, comme il a dit, c'est une nouvelle compétition qui commence et puis les matchs à élimination directe sont tels qu'il suffit d'un fait de jeu pour que le match change complètement. Je pense que les deux équipes ont à peu près les mêmes profils, ça veut dire avec des joueurs offensifs connus d'un très bon niveau et avec une défense qui a donné un peu moins de garantie. Et elle pousse le parallèle jusqu'à ce que ce soit les défenseurs latéraux qui posent problème. Mais je pense que la France, quand même, malgré tout, reste un peu plus solide. La capacité de gagner avec Didier Deschamps, la capacité que les trois de devant à inscrire un but, même si l'équipe fait un mauvais match, lui donne quand même un avantage certain. Didier Deschamps qui va rester donc fidèle à sa philosophie, on le disait, quitte à ce qu'il y ait un déséquilibre qu'on pointe du doigt maintenant entre l'attaque et la défense vers le milieu de terrain. Oui, je pense que... mais on voit bien que, notamment, il cherche à équilibrer son couloir gauche qu'il va complètement changer puisqu'on passe de Théo Hernandez et Désiré Doué à Bradley Barcola et Dean qui a plus de références défensives et Barcola aussi qui apporte autre chose, de la profondeur. Donc on voit bien qu'il y a une volonté de permettre à l'équipe d'écarter le jeu, là où effectivement jusque-là c'était plutôt des joueurs qui avaient tendance à venir vers l'axe. Mais je pense quand même que si ça passe à partir des huitièmes ou surtout des quarts de finale, si l'équipe continue, il reviendra à un milieu plus complet. Pardon, mais moi j'ai une dernière question quand même. Ce statut d'ultra favori qu'on essaye de nous coller à la peau, ça ne porte pas la poisse, ça? C'est pas trop dur à porter sur les épaules? Je dirais que c'est assez rare. Je crois pas, vraiment de mémoire, j'ai pas le souvenir qu'on ait fait d'une équipe à ce point, qu'il y ait une unanimité à ce point sur le fait. Est-ce que tout le monde s'entend là ces dernières heures? Peut-être en 2002 quand même. Oui, en 2002, ça avait porté la poisse, mais en 2002, il y avait aussi l'Argentine et toutes les équipes qui en avaient annoncé comme très favorites ont été. Mais c'est vrai que cette fois-ci, il y a une unanimité qui est un peu inquiétante. Mais bon, je dirais, il y a l'habitude maintenant. Bon, on n'aime pas trop entendre. On en profite pour dire un mot de Christophe. Oui, notre confrère de SoFoot, Elisabeth, toujours emprisonnée en Algérie pour apologie du terrorisme. On sait que c'est un fervent supporter de cette équipe de France, Christophe Glaise, qui est détenu depuis 1 an, et RSF, Reporters sans frontières, qui appelle à sa libération immédiate. Voilà, on en profite évidemment à chaque fois pour avoir une pensée pour lui et ses proches. La sensation de la nuit maintenant, l'élimination
encore précoce de l'Allemagne, Benoît. C'est l'image du jour, celle du retour des joueurs allemands. Vous allez la voir à leur camp de base, visage fermé forcément. Les joueurs et le staff de l'équipe d'Allemagne descendent de l'avion à Winston-Salem après leur élimination de la Coupe du Monde par le Paraguay. Et c'est un nouveau fiasco pour le football allemand après les éliminations en phase de poule en 2018 et 2022. Les Allemands sortis encore une fois de manière très prématurée, de la manière la plus cruelle, puisque c'était à l'issue de la séance des tirs au but allemands et paraguayens qui n'avaient pas réussi à se départager dans le temps réglementaire. C'est le Paraguay qui avait ouvert le score totalement contre le cours du jeu avant l'égalisation de Kai Havertz. 3 pénaltys ratés par les joueurs allemands lors des tirs au but, et c'est l'aventure américaine donc qui s'arrête à Boston pour les hommes de Julian Nagelsmann, son jeune sélectionneur, 38 ans, dont on voit mal comment il pourrait conserver son poste après cette nouvelle déroute. Une première défaite au tir au but pour l'Allemagne en Coupe du Monde a battu les joueurs allemands à l'image d'Antonio Rüdiger. Écoutez. C'est une triste réalité que nous devons accepter. Si vous regardez le Paraguay aujourd'hui, ce n'était pas l'Espagne ou l'Argentine ou qui que ce soit d'autre. Donc on doit se poser beaucoup de questions. C'est très très dur à expliquer, parce qu'on sort encore très tôt. Je ressens la même chose que lors des 2 dernières Coupes du Monde. C'est vraiment difficile. La vérité, c'est que l'Allemagne n'est plus au même niveau que les années précédentes. C'est un énorme raté encore. C'est difficile. Quel fiasco pour cette équipe d'Allemagne. La presse allemande d'ailleurs est assez unanime aujourd'hui. Et comment est-ce qu'on peut expliquer ce résultat, Hervé? La presse allemande a beaucoup d'éléments. Certains parlent de la formation, du fait que les Allemands jouent contre nature maintenant. Mais je dirais que Nagelsmann y est pour quelque chose, parce qu'on voit bien que entre le parcours éliminatoire et la phase finale, il a changé beaucoup de choses. Et puis, je trouve qu'il a pris des risques dans la mesure où même son capitaine, qui joue plutôt au milieu, Kimmich, joue plutôt au milieu de terrain en club, et qui constitue le meilleur milieu de terrain. Ça a été une interrogation d'ailleurs, la position de Kimmich. Et alors que c'est le meilleur milieu de terrain d'Allemagne, et celui du Bayern, il a changé de position. Il y a ce problème avec le gardien de but, si bien qu'ils sont repartis chercher Neuer qui était en retraite internationale. Donc je pense que dans la constitution de son groupe et dans l'animation de ses matchs, il lui a manqué quelque chose. Il est en poste depuis 2023, c'est impossible que la DFAOB, la Fédération allemande, lui renouvelle la confiance Non, je pense qu'il est arrivé au bout. C'est un jeune entraîneur qui a des idées très arrêtées. Je pense que finalement, c'est le genre d'entraîneur qui est même plus à l'aise dans un contexte de club où on a les matchs, les joueurs tous les jours, et ce qui permet de mettre ses expériences. Mais pour une sélection, je pense qu'il n'est pas forcément adapté. Ça nécessite peut-être plus de bouteilles. Et je pense que là, il est arrivé au bout du chemin. Je vais vous demander à tous les deux peut-être de vous mettre dans la tête de ces joueurs allemands. Est-ce que les traumatismes, les fiascos donc de 2018 et 2022, il y a eu ces défaites aussi face à l'Équateur qui a réveillé de vieux démons, de vieux souvenirs, de mauvais souvenirs pour ces joueurs allemands. Est-ce que ça a peut-être pu peser dans les têtes de ces joueurs-là au moment de s'avancer pour ces tirs au but? Complètement. Moi, je pense vraiment que ça peut... Alors, on voit, c'est un peu comme avec l'Italie, qui ne rate jamais une Coupe du Monde. Et quand une fois ça arrive, ça se répète 3 fois de suite. Donc il y a un trauma qui s'installe finalement. Alors, je pense que si on perd ses repères comme ça, et on ne sait plus qu'on est l'équipe qui va toujours loin dans cette compétition, et qui n'est jamais éliminée en phase de poule, quand ça s'installe, évidemment, le doute est toujours là. Et on peut bien s'imaginer qu'en face de gardien de but paraguayen qui n'a absolument rien à perdre, chaque joueur allemand va penser, si je rate ce penalty, demain, j'aurai 80 millions de compatriotes contre moi. Pour moi, il y a une évidence. Et après, on peut aller chercher plus loin aussi dans tout ce qui se passe autour de foot allemand, ce que vous avez dit par rapport à Kimmich et tout ça. Mais là, je pense que le jeu mental est complètement primordial pour ce résultat. Voilà. Cet échec-là, Hervé, alors, ils ne sont pas sortis des groupes, contrairement à 2018 et 2022, mais est-ce qu'on peut... Là, on peut mettre ça sur le même plan quand même. Oui, mais en fait, on va aller on aime les belles histoires, donc on va parler de la malédiction des champions du monde du 21e siècle, puisqu'en dehors de la France, depuis le Brésil 2002, les équipes qui gagnent déjà ne sortent pas des poules juste la compétition d'après, et puis on voit qu'il y a une vraie difficulté. Il y a eu l'Italie, il y a l'Espagne, on va voir s'ils vont confirmer cette année, et l'Allemagne. Donc en fait, une fois qu'elles ont gagné la Coupe du Monde, il y a une difficulté à rebondir, et seule
la France ne l'a pas fait. Donc c'est vrai qu'il y a forcément un changement. Et effectivement, quand on a l'habitude de gagner, on ne se pose pas la question de la défaite. Mais quand on commence à perdre, ça rentre forcément. On parle des Allemands, j'aimerais quand même qu'on parle du Paraguay, qui a donc une nouvelle journée fériée depuis hier. Peut-être futur adversaire des Bleus en huitième de finale, comme en 98, lorsque les Bleus avaient remporté leur première étoile. On s'accroche à tout. Oui, bien sûr. Oui, on s'arrache à tout, mais dans tous les cas, c'est une équipe qui sera difficile à prendre si l'équipe de France se qualifie. Et je trouve que c'est une équipe qui a les valeurs qu'on associe d'habitude au football paraguayen. C'est-à-dire qu'il y a très peu de joueurs vedettes, mais une énergie, une agressivité sur chaque ballon. Ils jouent chaque match comme si c'était le dernier et qu'ils représentaient vraiment, je crois que c'est 4 millions d'habitants Paraguay. C'est pas une grosse population. Ils jouent là-dessus. Mais juste un petit détail, parce que là, pour le coup, je ne sais pas si c'est un signe, c'est que l'Allemagne et surtout Emmanuel Neuer sort contre le Paraguay. Paraguay qui avait un gardien qu'on traitait de fantasque justement en 98 et qui était déjà un gardien qui jouait en se mêlant au milieu de la défense, alors que Chilavert, oui, et l'opinion internationale retient que c'est Manuel Neuer qui a été le premier gardien à le faire. Donc c'est une sorte de clin d'œil qui m'amuse. Bon, on enchaîne avec l'autre sensation de la nuit, peut-être évidemment, c'est le Maroc qui poursuit sa route. On les a entendus en bas des fenêtres, les supporters marocains. Match qui a tenu toutes ses promesses face aux Pays-Bas. C'était le choc de la nuit et de ces 16e de finale. Deux équipes du top 10 mondial à Monterrey au Mexique. Une rencontre passionnante, intense, indécise, comme on aime les voir en Coupe du Monde. Regardez ces images de ces supporters des Lions de l'Atlas réunis à des milliers de kilomètres de Monterrey. Ils étaient des milliers en plein milieu de la nuit dans ce stade de Rabat jusqu'à la délivrance au petit matin. Absolument, et nous on était déjà à la rédaction un partout à l'issue du temps réglementaire, mais le score aurait pu être beaucoup plus élevé si les deux gardiens ne s'étaient pas interposés, notamment le portier néerlandais Bart Verbruggen, qui a été décisif à de nombreuses reprises jusqu'à cette tête de Issa Diop dans le temps additionnel pour arracher la prolongation. Et c'est finalement la séance des tirs au but qui départagera ces deux équipes avec beaucoup de ratés de part et d'autre, et le pénalty victorieux inscrit par Saibari, qualification amplement méritée des Marocains qui filent en huitième de finale. On est d'accord, une victoire, une qualification oui, méritée. Qui a mis du temps à se dessiner, mais qui est logique. Oui, sur le déroulé du match, elle est méritée. Et j'allais dire que pour quelqu'un qui ne connaît pas le foot, il aurait eu l'impression que c'était les Marocains qui étaient les Hollandais et vice-versa. Parce qu'effectivement, l'équipe marocaine a été, à l'image de ce qu'elle est depuis le début de la compétition, dominatrice, avec beaucoup de volonté de pressing. Une confiscation de la balle avec un milieu de terrain très joueur. Donc oui, non, c'était c'est arrivé au tir au but, mais dans l'ensemble, ils auraient pu déjà gagner pendant le match. Il y aurait quelques années, on aurait peut-être parlé de l'exploit des Marocains. Ça, c'est plus le cas. Ils tiennent leur rang, finalement, aujourd'hui. Oui, il ne faut pas oublier qu'ils étaient en demi-finale de la Coupe du Monde il y a 4 ans, enfin 3 ans et demi. Là, ils étaient finalistes de la Coupe d'Afrique des Nations, ou peut-être vainqueurs. On prend pas position. Et puis, aujourd'hui, ils sont 7e au classement FIFA. Donc, on peut plus parler d'espoir, ils sont à leur place. Ouais. Mais en tout cas, une équipe qui conserve à peu près la même philosophie. Il y a eu un changement de sélectionneur, un changement d'entraîneur après la CAN, où Walid Regragui a laissé la place. Et pourtant, eh bien, c'est dynamique. Ils réussissent à l'entretenir. Oui, mais je pense que ça montre aussi que la stratégie derrière la réussite du Maroc, du football marocain plus amplement parlant, est vraiment là pour le futur. Voilà, c'est un pays qui mise fort sur le foot. On sait aussi que la FIFA s'est installée au Maroc et ils ont choisi le Maroc. Et ils co-organiseront la prochaine Coupe du Monde, en plus avec leur bureau là-bas. Donc voilà, il y a beaucoup de signes autour de foot, de ce que se passe sur le terrain, qui montrent que le Maroc est en train de devenir le super pouvoir africain du foot de toute façon. Et pour moi, c'est pas du tout une surprise, ce résultat, loin de là. Un chiffre à retenir de cette rencontre, le nombre de passes, 801, le nombre de passes réussies par les Lions de l'Atlas, selon Opta, au cours de la partie. Seule l'Espagne, Hervé, a fait mieux dans un match de Coupe du Monde. C'était la Roja de Casablanca. Oui, c'est vrai que c'était... Non, mais oui, comme on disait, c'est un milieu plutôt joueur avec ils sont très agressifs sur les porteurs de balles, dans un contre-pressing, et puis après, ils savent jouer, ils sont très à l'aise avec leurs pieds. La prochaine étape pour les Marocains, largement à portée de main, même si ce sera l'un des 3 pays hôtes, le Canada, qu'est-ce qu'on en dit ? Ils partent favoris. Ouais.
Ils partent favoris. Ils partent favoris. Le Canada qui ne sera pas à domicile en plus. Hein, Oui, ça se passera à Houston ce match. Donc je pense qu'ils partent favoris. Peut-être si le Maroc gagne la Coupe du Monde, ils peuvent se passer de cette canne. On ne sait pas qui est. Moi, je pense que là, ils peuvent laisser pas. Allez, c'est le TAS qui va arbitrer tout ça. Bon, on n'a pas les jingles sonores, mais on a le doigt. C'est la séquence. Il faut absolument qu'on en parle, qu'on s'en parle. Deux mastodontes du continent européen, on en parlait ensemble, qui disparaissent d'un coup. Allemagne et Pays-Bas. Italie, pas qualifiée pour ce mondial. Quelle conclusion il faut en tirer? Est-ce que les nations européennes historiques perdent de leur poids au profit peut-être d'autres nations émergentes comme le Maroc? Je dirais que ce qui est sûr, c'est que le foot se décentre un petit peu de l'Europe déjà, mais il y a quand même un élément autour des grands championnats, c'est-à-dire que les grands championnats dont les équipes jouent régulièrement la Ligue des Champions, qui font que aujourd'hui on va voir des joueurs qui vont se retrouver beaucoup en Espagne, en France, en Angleterre. La France est un pays qui produit beaucoup de joueurs, même si les clubs finalement n'exploitent pas, qui partent se développer à l'extérieur. Ça permet d'avoir cette constance dans la production de joueurs, alors que les pays habituellement, les Pays-Bas, c'est des pays qui ont beaucoup souffert des changements juridiques du foot, parce que avant des grands clubs comme l'Ajax d'Amsterdam, le PSV Eindhoven formaient des joueurs. Aujourd'hui, les joueurs pas très jeunes. Et finalement, il peut y avoir des crises de génération. Et je pense que c'est un petit peu ce qui est en train de se passer. Le foot est en train de changer. Et comme aujourd'hui, beaucoup de pays africains peuvent venir chercher leurs joueurs parmi les joueurs formés dans des pays où ils sont nés et dans les pays dans lesquels on forme beaucoup de joueurs, Belgique, France, Angleterre, ça équilibre un petit peu les chances. La France, qui est le pays le plus représenté pour les nationalités de joueurs dans cette Coupe du Monde. Et on ne va pas être chat noir non plus. On rappelle qu'il y a la France qui joue ce soir, la Suède aussi, Johanna, mais il y a des poids lourds qui restent on l'espère, encore engagés. Le Portugal, l'Espagne et bien sûr l'Angleterre. Un mot du Brésil, peut-être le Brésil qualifié au bout du temps additionnel. C'était face au Japon. Les hommes de Carlo Ancelotti, effectivement, qui ont fini par venir à bout des Blue Samurai, ces Japonais dont le courage et l'abnégation sont à saluer aujourd'hui. Les Samouraïs bleus qui avaient même ouvert le score en première période avant que la sélection à Rui Verde égalise grâce à Casemiro en deuxième période. Les Japonais qui ont résisté longtemps aux assauts de la Seleção avant de finir par céder à la 95e, un but de Martinelli qui était sorti du banc. Deux bémols tout de même aujourd'hui côté brésilien, les sorties sur blessure de Paqueta, de Casemiro, à voir comment ça va évoluer dans les prochains jours, tout en sachant qu'il y a Rafinha également qui est à l'infirmerie. Oui, c'est vrai que ce Brésil, il faudra voir comment ça se passer. Mais je me pose même la question, est-ce que il m'a fait mentir hier, mais Casemiro, est-ce que c'est vraiment une perte qu'il soit blessé? Je ne sais pas. C'est vrai, il a semblé tellement vieux hier, par moments, très dépassé. Et, il a marqué. Oui, c'est pour ça que je dis qu'il m'a fait mentir, parce que j'étais en train de dire qu'est-ce qu'il fait encore sur le terrain, et juste à ce moment-là, il inscrit un but. Mais c'est vrai que ce sera une vraie difficulté pour le Brésil, la gestion de ces joueurs. Le Brésil, quand même, qui a joué à se faire peur dans cette rencontre, non? Moi, je pense que c'est une preuve de force de revenir comme ça, parce qu'on vu les autres grands qui tombent là, qui subissent un peu deuxième mi-temps, cette pression. C'est ça, exactement. Et peut-être chapeau aussi à Carlo Ancelotti qui réussit à gérer la pression de ce grand peuple fou de foot aussi, parce que c'est pas facile. Il y a de fortes attentes derrière. Ah, complètement. Et le cas Neymar qui n'est pas rentré en jeu. Et honnêtement, je l'espérais, parce que par moments, ça ronronnait un peu. Je me disais, un peu de folie quand on la retrouve. Bon, c'est le moment que vous attendez tous chaque jour. Le mondial version 2.0. Johanna va découvrir ce qui inspire les réseaux sociaux en ce moment. Et forcément, aujourd'hui, c'est la rencontre France-Suède. Vous allez voir, pour l'emporter côté suédois, vous êtes des petits malins et des petits coquins quand même. Tous les coups sont permis côté suédois. Attention aux images qui vont suivre, certaines peuvent heurter les plus sensibles. Regardez. Listen up, France! We've taken your national treasure! Stupid Brent! We will only give it back under one condition. France must lose the World Cup game against Sweden. Yes, and to show that we are seriousness, Freya, pick out the pickle herring. Save some for lunch, Freya. Just like that.
Reconnu, c'est la baguette. séquence du supplice, le waterboarding. On n'est pas à Guantanamo, mais presque. Vous prenez en otage la baguette française comme ça. J'ai encore une autre image, c'est la petite surprise du jour. Ça ressemble pas à une baguette française, c'est pas donc Non, on est une tradition. d'accord, Hein, c'est pas une c'est la tradition, baguette non, du supermarché. non. Voilà. Non, les Suédois qui sont pris à tout. L'autre image, parce qu'on est très mauvais côté prono jusqu'ici, on a demandé à nos amis les bêtes ce qui allait se passer ce soir. Et alors là, je vous laisse regarder. C'est avec des croquettes, la France qui l'emporte face à la Suède. Puis là, c'est un petit équel. France-Suède, qui l'emporte. Alors attendez, il est super mignon. Voilà, il va tirer. Hop. Et 1-0 pour les Français. Bon, au final, c'est 3-1 selon le teckel. Le pronostic. Comme ça, je ne vous fais pas parler. Juste les affiches de la journée, si on peut oui. très rapidement. Merci Alice en régie. La Côte d'Ivoire face à la Norvège, France, Suède et Mexique-Équateur. Voilà pour le programme de la suite de ces 16e de finale. On va se revirer du plateau. Merci Benoît Perrochet. Merci à la team du Club du Mondial. Restez avec nous parce que l'info se poursuit sur France 24. À tout de suite.